Hey les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur le chapitre 1031 qui a relevé le niveau et que j'ai beaucoup aimé. Entre la colère de Big Mom, les mystères des Numbers ou encore le désespoir de Sanji, on en a des choses à dire. On a aussi eu droit à un beau color sprite pour ce chapitre des seconds des équipages les plus importants de l'œuvre. Shiryu, second de Barbe Noire confirmé, et donc ce n'est pas Burgess qui était le bras droit de Teach au début. Ça paraissait logique vu la différence de puissance, mais on n'avait jamais eu de certitude, et là ce color sprite démontre qu'on avait bien raison de dire que Shiryu de la pluie était le second de Teach. Avant de commencer la vidéo, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Log Pause. Bientôt les 40K, une étape en plus vers le One Piece. Sur ce, commençons la vidéo. Le chapitre a pour titre Le guerrier de la science et il commence là où il s'était arrêté, sur la case où on voit Big Mom enterré sous les décombres. Les subordonnés de Kaido sont étonnés de voir ce qu'il s'est passé et s'imaginent déjà que Big Mom n'a pas pu survivre à cette attaque. Quant à eux, Law et Kid sont complètement épuisés. Law confirme avec Kid que l'éveil de son fruit, le Jiki-Jiki no Mi, est bien la possibilité de magnétiser ses cibles et il lui demande combien de temps ses effets durent, mais Kid refuse de révéler toutes ses cartes. Soudainement, une poutre en acier est dégagée de la zone où Big Mom était censée être enterrée, et de cette zone sort Big Mom qui est très en colère. Elle propose aux subordonnés de Kaido de faire un choix entre leur vie ou des Oshiruko, la fameuse soupe d'haricots qu'ils n'ont plus vu que Luffy a tout mangé. Cette fameuse attaque est nommée Soul Pocus et de cette manière, elle en a profité pour voler de l'espérance de vie aux sous-fifres autour d'elle et a attribué des âmes aux poutres en faisant des homies. Par la suite, elle décide d'utiliser un an d'existence pour augmenter sa puissance. Un power-up visible sur son corps vu qu'elle grandit énormément. Elle admet ne pas avoir eu autant de fil à retordre depuis des décennies et félicite Law et Kid pour ça. Mais la récréation est finie. Big Mom va passer aux choses sérieuses. Elle provoque les deux supernovas en leur proposant d'essayer de prendre son trône s'ils y arrivent. Et Law et Kid sont tous deux motivés. Chacun a son but. Law veut découvrir les mystères du monde et Kid en a plus après le pouvoir. Mais ensemble, ils vont collaborer pour essayer de faire tomber la Yonko Big Mom. Et je dis bien essayer parce que comme je vous l'avais dit dans ma review précédente, selon moi il était certain que Big Mom n'était pas KO et je doute qu'elle sera vaincue par Law et Kid qui sont déjà essoufflés. Après Kid a bien encore des secrets, mais tout de même, j'ai du mal à croire que Big Mom sera vaincue par eux alors que Luffy a affirmé qu'il allait la vaincre après Kaido. Non pas que Luffy va battre Kaido et Big Mom dans cet arc, mais si Law et Kid la battent maintenant, Luffy ne se verra pas donner cette chance, et même s'il a la chance de la battre, le résultat ne serait pas le même que si personne n'avait réussi à la vaincre avant lui. Le chapitre continue autre part dans le château où on retrouve Yamato qui continue son chemin. À cause du combat qui est en cours, il préfère aller au sous-sol par la salle du rocher. Dans cette salle se trouvent X-Drake et Appo. Drake attaque Appo mais Appo contre-attaque. Drake dit clairement qu'il va l'achever pour tenir sa promesse faite envers Mugiwara no Luffy. Quel homme! Je savais qu'il ne serait pas du genre à accepter le deal proposé par Appo et il nous prouve qu'il est digne de confiance. Soudainement, Yamato fait irruption dans la pièce en détruisant la porte et est surpris en voyant Drake et Appo. Appo veut prendre cette opportunité pour rallier Yamato mais il ne l'écoute même pas. Et Yamato attaque même Drake en lui disant de ne pas essayer de le bloquer, ne sachant pas que X-Drake était un espion de la marine. Mais X-Drake met les choses au clair directement en disant avoir changé de camp. Yamato le croit directement et s'en va ayant le destin de l'île entre ses mains. Le Numbers appelé Fuga brise un mur et suit Yamato. Appo ordonne aux deux autres Numbers de l'accompagner pour poursuivre Yamato afin qu'il le mette de son côté et Drake les poursuit également. Premièrement, Appo ne va pas réussir à mettre Yamato de son côté et il le comprendra assez vite. Appo se fera soit vaincre par X-Drake s'il s'entête, soit décidera de s'allier au Mugiwara et donc à l'alliance avec les rebelles. Deuxièmement, il est intéressant de noter la réaction de Fuga lorsqu'il a vu Yamato. De cette réaction, ainsi que d'autres éléments, a submergé une théorie. Et si en fait les trois Numbers présents étaient en réalité les trois samouraïs qui étaient dans la même cellule que Yamato il y a 20 ans? Ce n'est pas ma théorie, mais je l'ai vue circuler et je la trouve pas mal intéressante. En effet, premièrement, ce qui saute aux yeux, c'est les traits de ressemblance entre ces trois samouraïs et ces trois Numbers. Bien entendu, ils ne sont plus les mêmes dû aux expériences qu'ils ont subies, mais il n'en reste pas moins que certains traits du visage sont les mêmes, comme la forme du visage et les moustaches. Et deuxièmement, c'est le nom de la salle où Yamato rencontre les trois samouraïs pour la première fois, et le lieu où elle voit ces trois Numbers également. La cave où elle était emprisonnée était Amano Iwato, et dans ce chapitre, la salle où elle les retrouve est appelée Iwato Noma, prouvant qu'il peut y avoir un lien entre ces 6 personnages qui au final peuvent être que 3 personnes.
et ce serait pour cette raison que Fuga a poursuivi Yamato ayant ressenti un lien avec lui. Car oui, je doute qu'en ayant été sujet aux expériences pour devenir des Numbers, ils aient gardé leurs souvenirs. Mais Fuga ne serait nul autre que Ushimaru Shimotsuki, un ancien daimyo, un des plus forts samouraïs du pays qui aurait gardé une certaine conscience. Ça pourrait aussi expliquer le fait qu'ils n'aient pas été montrés dans la guerre parce qu'ils n'y ont pas participé dès le début et sont restés dans la salle du rocher pour éviter de faire du mal à leurs vrais camarades, les samouraïs. Revenons-en au chapitre. On est de retour au deuxième étage du château de Negashima. Les deux agents du CP0 sont arrivés à l'endroit où se trouvent Robin et Brook. Les mix présents reconnaissent la force de ces deux personnages et disent à Brook et Robin de s'enfuir. Brook porte donc Robin dans ses bras et vole pour échapper aux mains du gouvernement. Robin explique alors à Brook que les agents masqués sont considérés comme l'unité la plus puissante du CP0. Le chef du CP0, du moins celui qui est présent dans le CP0 depuis le début de l'œuvre, dirige son regard vers sa cible et il utilise Soru pour les poursuivre. On peut imaginer que Brook aura enfin son combat à Onigashima et qu'il sera contre nul autre que ce perso si spécial au pouvoir inconnu. En tout cas, ça me ferait plaisir que Brook le combatte et ressorte vainqueur du combat. Quant au deuxième membre, on peut espérer une intervention de Jinbei ou encore celle de Franky. Usopp et Nami sont hors jeu ayant été appelés par Kinemon au dernier chapitre. Quant à Robin, je doute qu'elle puisse combattre quelqu'un avec sa force actuelle. Le chapitre continue sur Sanji qui se trouve dans le quartier des plaisirs. Plusieurs femmes lui crient dessus en lui demandant pourquoi il a blessé une femme, une courtisane qui a la tête ensanglantée. Même si Sanji nie au début cette accusation, il devient confus, frustré et quitte la pièce en se demandant s'il a vraiment fait ça. Il repense à tous ces moments où il a mis ses principes en avant de ne jamais lever la main sur une femme et en est limite désespéré. On voit également que son sourcil visible n'est plus du même côté et que le côté tourbillonnant est à l'opposé comme les sourcils de ses frères. Pendant qu'il est dans ses pensées, Queen arrive là où se trouve Sanji, qui parvient à avoir des flashs de ce qu'il s'est passé. Il se souvient avoir rencontré la courtisane qui l'a supplié de ne pas lui faire du mal, mais d'un seul coup, il se souvient d'elle à terre sans se souvenir de comment elle a été blessée. L'expression de Sanji est tétanisée. Il se souvient du regard terrifié de la geisha qui l'implorait. Tout mène à croire que ce sont bien ses actions, et qu'il a bien failli à son principe de ne jamais lever la main sur une femme. Il est totalement brisé intérieurement et se demande quelle version de lui Luffy préfère. Celui qui est inutile face à une femme et sur lequel on ne peut pas compter, ou encore un guerrier de la science insensible. Qui sera plus utile dans la quête de son capitaine pour devenir roi des pirates? Sanji se pose la question et sort son red suit. Queen s'extasie pensant qu'il va l'utiliser, mais contre toute attente, Sanji détruit la red suit qui a déclenché sa transformation. Il refuse que sa transformation empire et il refuse de devenir un germain. Avec classe, Sanji allume une cigarette et sort un Denden Mushi. Celui à l'autre bout du fil n'est nul autre que Zoro qui est en plein combat contre King. Zoro est étonné de voir le Denden Mushi mais répond quand même. Après une privée joke, Sanji annonce la couleur à Zoro. Il lui demande une faveur, celle que si après leur victoire il n'est plus le même, il demande à Zoro de le tuer. Zoro se questionne le temps d'un instant mais accepte vite sa requête. Il ajoute qu'il serait ravi de l'exécuter en fin de guerre pour ajouter du plaisir à leur victoire. Bien évidemment, c'est leur fameuse manière de se charrier qu'on aime dans ce duo. Mais Zoro ajoute une phrase sérieuse, il interdit à Sanji de mourir avant. Sanji remercie Zoro et coupe l'appel. Il disparaît sous les yeux de Queen et l'attaque recouvert de flammes. Une puissante attaque qui met fin au chapitre et qui permet de montrer que Sanji est devenu très puissant et qu'il a bien fait de ne plus compter sur la Red Suit pour la suite. Personnellement, je suis sûr que ce n'est pas lui qui a blessé la courtisane et qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Après, même si c'est le cas, sa transformation était en cours, donc ce n'est pas comme si dorénavant il allait perdre ses valeurs et accepter de lever la main sur n'importe quelle femme. Lui en tant que machine, il le pourrait, mais Sanji restera toujours humain. Il pense pouvoir perdre son humanité à la fin de son combat contre Queen, vu qu'il va utiliser le corps scientifique que lui a donné son père, il sera assez fort pour ne pas succomber à la science et perdre ses émotions. Contrairement à ses frères qui sont nés démunis d'émotions, Sanji est né avec des émotions, a grandi tel quel et son changement se fait quand il a déjà une conscience, quand il a déjà un vécu et des souvenirs. Et c'est grâce à son histoire qu'il saura faire face à la perte de son humanité. Mais ce ne sera pas aux dépens de la croissance de sa force. Il alliera les deux et deviendra fort et digne de ce qu'il est. Bien entendu, Zoro n'aura pas à le tuer. Sa mort n'apporterait rien à ce stade. Et même s'il pense que quelque chose ne va pas, Franky pourrait toujours l'examiner. Et d'ailleurs, j'imagine que Franky profitera pour examiner Sanji après la guerre. N'oublions pas que Franky a vu le laboratoire de Vegapunk et que Judge a travaillé avec Vegapunk fut une époque. Franky pourrait trouver des liens avec l'expérience réussie qu'est Sanji de devenir un guerrier scientifique et Vegapunk. D'ailleurs, j'imagine bien Sanji avoir qu'un seul sourcil qui s'est retourné et non pas les deux pour montrer qu'il n'a pas totalement changé et qu'il n'est pas comme ses frères.
Beaucoup parlent aussi de la possibilité que Sanji ait les cheveux noirs étant donné que c'est la couleur de sa red suit. En effet, chaque membre de la famille Vinsmoke a la couleur de cheveux correspondant à sa red suit. Seulement pour moi, ce changement de couleur n'arrivera pas car justement Sanji ne sera jamais comme sa fratrie. Sa transformation vers un inhumain ne sera jamais finie et ne se finira jamais. Bref, ce chapitre c'était une dinguerie et cette fin de chapitre j'ai adoré. Le duo Sanji-Zoro est mon deuxième duo préféré après Zoro-Luffy je pense. Le fait de voir Sanji dans cet état me fait de la peine parce qu'il pense être et devenu tout ce qu'il déteste. Mais pour autant, il va quand même accomplir sa mission au risque de perdre son humanité et par la même occasion sa vie vu qu'il a demandé à Zoro de le tuer. C'est sur ces mots que s'achève cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Pas de chapitre la semaine prochaine, je reviendrai avec la vidéo sur Barbe Noire et ses futurs plans dans le manga. Si la vidéo vous a plu, dites-le moi en commentaire et lâchez votre meilleur pouce bleu avec votre acquis du likement. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!